je m'appelle Amandine Aubert et je suis consultante en développement durable pour The Swarm Initiative. The Swarm Initiative, c'est un cabinet de conseil qui a pour mission de proposer, concevoir et concrétiser des projets durables et innovants, tout en contribuant à l'intérêt commun et à une planète plus durable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour ce regard croisé Béatrice Delpech, secrétaire générale adjointe chez Enercop, et également Thomas Lamarche, économiste à l'université Paris-Cité. Alors, aujourd'hui, dans ce regard croisé, on va aborder le sujet suivant, démocratie économique et transition socio-écologique, coopérer pour bifurquer. Donc voilà, dans cet échange, nous allons explorer comment la démocratie économique peut devenir un levier puissant pour accélérer la transition écologique et redéfinir nos modèles d'organisation. Alors, sans plus tarder, je vais poser une première question à Thomas. Thomas, est-ce qu'on peut avoir des sous-ensembles d'activités qui sont autonomes de la dynamique capitaliste ? Voilà. Boum, la réponse. Bonjour tout le monde. Merci. Intervenir juste après les super échanges qu'on a eus, c'est pas évident, parce qu'on ne sait pas si on va tomber dans l'ivresse du pire ou essayer de trouver des démarches de solutions. Bien, alors mon propos est notamment articulé autour d'un petit papier qu'on a fait avec Catherine Boudet et Nadine Richesse-Battesti dans le bouquin que nous attendons tous. Bon, Corentin s'en va, donc il a trouvé ça moins intéressant que la table ronde d'avant, mais c'est pas grave. Mon point de vue peut-être un tout petit peu conceptuel, mais je vais essayer d'être compréhensible. En fait, la question qui se pose est un peu dans la suite de ce qu'on a vu auparavant. C'est que quand on regarde les dynamiques de l'accumulation capitaliste, les modalités d'action qui sont les nôtres, on dit souvent les acteurs, les actrices, ou les structures qui sont les nôtres, notamment la structure coopérative d'économie sociale, sont des petites structures et que leur capacité à agir sur les dynamiques d'ensemble sont assez faibles. Et donc le point de réflexion qui est le mien ou qui est le nôtre avec Catherine Baudet et Nadine Richesse-Battesti, c'est d'avoir un point de mise en discussion, en tension vis-à-vis des dynamiques d'ensemble, dynamiques qu'on dit souvent macroéconomiques, et de voir où est-ce que peut se loger l'action. Et en l'occurrence, notre point d'entrée, c'est quelque chose qui part d'une dynamique mésoéconomique. Donc je vais en dire deux mots, parce qu'a priori, vous ne devez pas connaître la mésoéconomie, parce qu'a priori, pas grand monde connaît la mésoéconomie, parce qu'elle n'est pas structurée. Mais je vais dire deux choses pour vous éclairer. La première, qui est assez évidente, c'est que on a globalement l'idée de ce que c'est que la macroéconomie, la croissance, l'investissement, le chômage, donc les catégories agrégées à l'échelle notamment d'une nation. Puis on a une idée de ce que c'est que la microéconomie, c'est globalement le fait de se représenter le monde à partir de l'action des personnes, voilà, qui donne deux visions du monde assez radicalement différentes. Et le propos qui est le nôtre, c'est de considérer qu'il y a plein de modalités d'agrégation qui sont intermédiaires, donc intermédiaires, méso entre micro et macro. Bon. Alors là, ça nous laisse quand même un truc assez intéressant. Ça nous montre d'abord qu'il y a une pluralité des modes d'action, et une pluralité des formes d'organisation, et qu'en fait, quand on regarde le monde, quand on a un regard de socio-économie appliquée, eh bien on voit que l'ensemble des secteurs, des territoires, des modalités d'organisation sont extrêmement variées, et que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de remobiliser une théorie de l'action qui manque parfois dans certains regards, notamment hétérodoxes, en partie, bon bref. Et donc ça permet de remettre l'action des acteurs et des actrices, même si, voilà, des fois on oublie les actrices, et de voir qu'il y a de la diversité, il y a profondément de la polycentricité, pour reprendre un terme d'Elinor Ostrom. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Et puis il y a une deuxième définition de milieu, quand on dit milieu entre macro et micro, c'est que en fait on peut regarder les organisations productives comme étant profondément liées à leur milieu. Alors soit on prend le milieu comme le disent les écologues, les géographes environnementaux, le milieu de vie. Et ben là, ça nous intéresse un peu plus par rapport à la question de la transition socio-écologique, c'est qu'une partie des organisations productives sont assez fortement liées, ou étaient fortement liées, puisqu'il y a un processus de déterritorialisation, d'extraction des organisations productives de leur milieu originel. C'est un des processus de la mondialisation du capital. Et donc d'essayer de revoir, de revisiter, de travailler avec les personnes concernées, parce que c'est bien une question de processus démocratique, de voir comment est-ce qu'on peut bifurquer peut-être en se réencastrant, utilisant la terminologie polanyienne, parce que du coup, ça permettrait aussi de retravailler sur la façon dont il est possible de tenter de reproduire un peu des processus de rencastrement dans le travail des communautés, dans le lien avec le territoire tel qu'il est vécu par les personnes, de réancrer nos modes de production
dans d'autres choses que simplement de l'économie. Ça correspond aussi à un point qui avait été évoqué précédemment par Isabelle. Donc, comment est-ce qu'on pense un peu plus concrètement? Alors, moi, je suis un peu dans des strates comme ça, conceptuelles, mais ça nous donne une idée que le mouvement coopératif et l'économie sociale, et puis d'autres dynamiques, notamment des mobilisations qui ont souvent... voilà, qui ont une forme d'association. Un peu au 19e, on dit le terme association pour toutes les coopératives, vous savez, l'associationnisme du 19e. Donc reprenons ce terme d'associationnisme, comment les personnes s'associent. Ben, parfois c'est les bénéficiaires, comme dans le cas de la mutuelle qu'on évoquait tout à l'heure, parfois c'est les travailleurs et les travailleuses dans la SCOP, mais en fait la SCOP c'est quand même la marge de la marge. Hein. Donc on adore les SCOP, on dit ah là c'est là qu'il y a les travailleurs et les travailleuses qui se réunissent, mais en fait c'est tout petit. Et quand en plus on est critique par rapport au SCOP, on est dans une marge au cube, quoi. Donc au bout d'un moment, on est un peu tout seul. Bref, je ne me sens pas tout seul, je suis très bien avec vous. Et donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on se réengage dans ces éléments de bifurcation en pensant l'ancrage dans les milieux et de voir aussi que ce que nous donne à comprendre 2 siècles d'économie sociale ou de coopérativisme ou d'associationnisme, c'est que les marges critiques, c'est-à-dire la possibilité de produire des idées complètement adjacentes, tout ce que dit le mouvement coopératif naissant au 19e, est complètement mis en marge. D'ailleurs, c'est super intéressant par rapport à la perspective fasciste qui arrive, c'est qu'on voit ce qui arrive avec la Troisième République, où du coup, l'euro, il doit partir et il meurt finalement sur l'île de Jersey, c'est super chouette. Le blanc, il doit partir aussi. Voilà, donc comment est-ce qu'on va partir? Et puis après, on disait ça avec Nicolas tout à l'heure en vous écoutant, Nicolas Postel, on disait, et alors, il y aura un CNR après la guerre. Donc on peut peut-être préparer le CNR après la guerre, ça c'est pour être super optimiste. Mais en attendant, il y a la puissance de la multitude, et donc de voir qu'est-ce qu'on fait par le bas, et de voir, et donc là on va passer dans des trucs un peu plus concrets, mais de voir comment, après la question, enfin après, en parallèle de la question démocratique, ce qu'on voit émerger dans pas mal de coopératives, dans beaucoup de SIC, c'est cette demande de réencastrement dans le lien environnemental, dans le lien avec le vivant. Donc il y a comme une thématique là-dessus. Alors peut-être que c'est très marginal, mais comme l'idée c'est de contrer, de proposer une autre narration, un discours, on voit la question de l'hégémonie, là où l'extrême droite nous a dit hier qu'elle avait réussi à ce que Bayrou utilise le terme de subversion. Donc on a de bataille des idées. Donc dans la bataille des idées, la question du réancrage dans les milieux, bon, ça intéresse certainement aussi une grande partie de la France rurale, que peut-être est un peu coupé de nos discussions. C'est sûr que si je leur parle de mésoéconomie, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais il y aura d'autres manières de faire. Donc sur ces questions-là, la perspective du réencastrement dans le lien au vivant, pour faire face aussi notamment à toutes les limites planétaires. Alors les limites planétaires, ça nous écrase complètement. Comment est-ce qu'on fait par rapport au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité? Et donc si on pense complètement par le bas, on arrête de parler structure du capitalisme, accumulation, etc. On dit par le bas, comment est-ce qu'on fait des centaines et des milliers d'initiatives et qu'on accepte qu'elles ne soient pas toutes pareilles. Toi, tu fais pas la même chose que moi, j'aime pas trop. Ah ouais, mais ton processus démocratique, il est comme si. Toi, tu es quand même un peu Startup Nation dans les COP et moi, je suis plus intrinsèquement coopératif. Comment on fait au-delà de nos différences pour pas être complètement fragmentés dans nos visions on va faire autrement et on va faire à partir de l'association, c'est-à-dire à partir des personnes qui sont concernées, et donc de recomposer aussi ces circuits de valeur. Donc là, on a, bien sûr, c'est en même temps une dimension très utopique, mais en même temps très concrète, parce que on prend une SIC dans la distribution alimentaire, elle est posée à ces questions-là, et puis on prend une SIC qui travaille sur l'énergie, on est aussi posé à ces questions-là. Et mon fil conducteur, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de faire des espaces qui sont, qu'on qualifiera de mésoéconomiques, c'est-à-dire qui sont relativement préservés de la dynamique capitaliste. Tout est dans ce relativement préservé de la dynamique capitaliste. On voit bien que c'est quand même difficile de se préserver complètement, mais comment est-ce qu'on fait avec? Et peut-être que je reviendrai après là-dessus, après cette première perspective sur le fait que construire aussi ces espaces-là, un espace de SS, un espace de coopérative, qui nous permettent de nous constituer sur des espaces plus larges que nos seules initiatives, qui sont parfois vraiment microscopiques. Le problème n'étant pas qu'elle soit microscopique ou un peu plus grosse que microscopique, par exemple pour le cas des NERCOP, bien sûr, mais savoir comment est-ce qu'elles travaillent ensemble pour s'agréger. Et donc de voir qu'il y a des agrégations intermédiaires qui ne sont pas tout de suite de passer à un capitalisme qui serait écolo, ce qui est quand même un oxymore intéressant, mais de voir qu'il y a cet élément-là. Et ça, on a quelques éléments analytiques qui pourront aider à la discussion. Merci beaucoup, Thomas.
Ma prochaine question sera pour Béatrice. Béatrice, donc une SIC, c'est un îlot protégé dans la dynamique capitaliste. Donc comment on se retrouve à créer un réseau de SIC pour la diffusion des énergies renouvelables en France? Non, je crois que ça va. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc j'ai la casquette de praticienne, hein, celle du bas, donc je vais essayer de donner des réponses très pratiques. Comment est-ce qu'on se retrouve à créer un réseau de SIC? D'abord, on a commencé par créer une SIC, donc nous, c'est Enercop. Aujourd'hui, Enercop, c'est un réseau de 11 et à la fin de l'année, 13 sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont été créées il y a 20 ans. Ça fera 20 ans en juillet pour la première. Enercop dite maladroitement nationale, puisque ensuite nous avons eu des Enercop dans les territoires qui portent le nom de leur périmètre géographique. On s'est créé sous cette forme-là parce que c'était tout simplement la meilleure forme pour faire ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Il y a 20 ans, le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence. Et il y a une poignée de femmes et d'hommes qui ont trouvé que cette idée était une idée très dangereuse, que l'électricité était un bien commun et que la remettre aux mains des capitalistes était vraisemblablement une très mauvaise idée, d'une part. Que d'autre part, il y avait un enjeu de réappropriation sur ces questions d'énergie, puisque quand on ne travaille pas dans ce secteur-là, en règle générale, on n'a absolument aucune idée de comment il fonctionne. Comprendre le marché de l'électricité, c'est une sacrée tannée. Et c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a 20 ans, on avait assez peu de préoccupations encore sur les questions de sobriété d'usage. Et cette poignée d'hommes et de femmes engagés trouvait qu'il fallait que cette question soit placée au centre des débats. Et puis enfin, il y avait un troisième motif qui était que cette poignée d'hommes et de femmes engagés refusait un modèle tout nucléaire, qui était le modèle qu'on avait déjà commencé à dessiner il y a 20 ans et qu'on redessine encore un peu plus fort depuis le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, dans ces locaux qui accueillent sans doute plus souvent Jean Covici qu'Yves Marignac, je ne vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles ces gens étaient anti-nucléaristes, donc je vais passer de côté les raisons sur les dangers nucléaires, mais je vais quand même souligner une raison qui me paraît être dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est que l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est ultra centralisée et dont la gouvernance est totalement adémocratique, pour ne pas dire non démocratique. C'est-à-dire que la gouvernance du nucléaire, je vais donner un exemple très concret. Il y a quelques années, il y a eu une enquête parlementaire et les parlementaires français se sont vus opposer le secret défense et n'ont pas eu accès à l'intégralité des données qui leur auraient permis de se faire une image de la situation de la gestion des EPR, qui a conduit, on l'a vu il y a 2 ans, au fait que la moitié de nos réacteurs étaient en arrêt pour des problèmes de sécurité. Donc ces 3 motifs ont fait que ces hommes et ces femmes, alors ils venaient pas de n'importe où, ces hommes et ces femmes, pas de grosses surprises, ils venaient de l'ESS, ils venaient de Biocop, ils venaient des Amis de la Terre, ils venaient de la NEF, ils venaient d'un écosystème engagé avec une préoccupation écologiste assez forte. Ils se sont dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils y sont allés, ils se sont dit, eh bien, très bien, nous on va devenir un fournisseur d'électricité renouvelable. On va faire ça avec toutes les parties prenantes qui sont intéressées à la question de la production de l'énergie. Et donc, du coup, le modèle de la SIC était le modèle idéal, puisque une SIC, c'est schématiquement une scope avec 2 petits plus. On a beaucoup parlé d'un truc en plus. Les SIC, on a 2 trucs en plus. Le premier truc en plus, c'est que quand on est une SIC, on poursuit un but d'intérêt collectif, qui nous dépasse, un but d'intérêt général. Et deuxième caractéristique intéressante, et Isabelle en a parlé, on associe toutes les parties prenantes. Donc, par exemple, pour donner l'exemple d'Enercop National, au sein de la coopérative, il y a différents collèges. Il y a le collège des salariés, bien évidemment, mais il y a également le collège des producteurs d'énergie renouvelable auprès desquels on se fournit. Il y a le collège des collectivités qui sont intéressées par développer des projets d'énergie renouvelable ou de diffuser de l'énergie renouvelable auprès de leurs habitants. Il y a le collège de nos partenaires, le collège de nos Enercop locales, puisqu'on a un réseau de coopératives. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle le multisociétariat, et donc toutes les parties prenantes font ensemble et sont ensemble amenées à se poser des questions sur la manière dont on veut gouverner notre projet. Très bien. Merci beaucoup Béatrice pour cette réponse. Thomas, par quel processus un tel marché pourrait-il se clore ? Je crois que tu as un petit schéma également. Non, ça ne va pas. C'est bon okay.
Ouais, alors le terme chlore est peut-être pas très évident, c'est des questions dont on avait un petit peu parlé. En fait, une des questions vraiment intéressantes et en relation assez étroite avec ce que tu disais sur la question de l'énergie, c'est les initiatives d'économie sociale et solidaire, les initiatives coopératives, peut-être par opposition à ce qu'on trouve dans une fonction tribunicienne où on vend des idées, où on cherche à développer des idées, voilà. On produit des biens et des services qui se présentent sur des marchés, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un moment où il se passe une opération qui est de savoir si on réussit à vendre ou pas, est-ce qu'on trouve des clients. Et que ce soit un marché capitaliste ou un marché qui ne soit pas capitaliste d'ailleurs, en fait, dans le fond, mais bon, voilà. Et donc, il y a une espèce un point central qui est de savoir si on réussit à se mettre un petit peu à distance de la concurrence la plus directe. Donc on a essayé de réfléchir, nous, dans ces analyses mésoéconomiques, sur qu'est-ce qui permet, ou qu'est-ce qui a permis historiquement à différents espaces méso qu'on peut regarder de se développer de façon relativement autonome, de développer des pratiques spécifiques. Et il y a plusieurs vecteurs. Il y a un vecteur qui est très clairement politique, qui est comment les acteurs et les actrices, les entreprises se projettent dans l'avenir, comment est-ce qu'elles développent du discours. Donc c'est une espèce de construction d'hégémonie, mais pas d'hégémonie à l'échelle globale, mais d'hégémonie, on pourrait dire intermédiaire. Je ne sais pas s'il faudrait dire des méso-hégémonies, j'avais jamais osé faire ce terme-là, mais bon. Et donc, il y a bien la question de savoir si on réussit à produire quelque chose de ce type-là. Donc ça, c'est l'engagement qui est très présent dans tout le champ de l'économie sociale. Hein, ça renvoie un peu à la futurité commonsienne. Le futur est construit par la projection des acteurs et des actrices et la façon dont ils vont produire des investissements, des discours qui vont, d'un certain point de vue, participer à la construction de l'avenir. Donc il y a un truc qui est très intéressant sur la façon dont on se construit aussi par rapport aux discours et aux investissements, peut-être presque des investissements de forme, hein, qui sont faits. Donc il y a du discours, mais aussi il y a des indicateurs. Donc il y a toute la thématique des indicateurs qui est importante. Et il y a un point qui est dans la construction de ces sous-ensembles qui sont relativement autonomes dans le capitalisme, c'est de savoir est-ce qu'on réussit à se différencier de la concurrence. Alors ça pourrait être un truc d'économie industrielle, en disant comment est-ce qu'on se différencie par de la technique, par ceci, par cela. Donc c'est maintenant tout à fait intéressant. Je ne dis pas c'est de l'économie industrielle, on s'en fout, parce qu'en fait l'économie industrielle, ça peut être un truc vraiment très important pour savoir comment est-ce qu'on se distingue des autres, est-ce qu'on a une marque, Et donc, il y a tout ce truc-là, et savoir aussi comment est-ce qu'on construit le lien avec les clients et les clientes. Parce que ça peut être un lien qui n'est pas lié à un truc technologique ou à un label, mais une forme d'adhésion. Et donc là, il y a bien une question de la construction d'une forme d'hégémonie, de sous-hégémonie en vrai. Hein. C'est toujours en référence à Gramsci d'essayer de voir comment se font des blocs hégémoniques. Hein. Et donc, il y a une dimension qui est de l'ordre de la construction de ce que l'on produit. Bien sûr, on produit de l'électricité, ou on produit des produits alimentaires, ou on produit toute une série de choses. Et en plus, on le produit dans des conditions démocratiques. Et en fait, c'est marrant. Moi, je vois, quand j'ai commencé à travailler là-dessus au tout début, j'ai discuté avec des gens dans des COP certaines disaient « Oh non, nous, on produit un bien ou un service, mais on ne veut pas vendre un label coopératif. On est une entreprise comme une autre. » Donc, on sait très bien que dans le monde coopératif, il y en a une partie qui va faire ceci, une partie qui va faire cela. Et d'un certain point de vue, c'est très bien qu'on puisse faire ce qu'on veut. C'est pas ça mon problème, et pas d'aligner tout le monde derrière quelqu'un, surtout pas derrière moi. Et donc, il y a cette question de savoir à quoi le forme d'adhésion, d'implication, de reconnaissance dans un champ de pratique démocratique, disant on fait avec les personnes concernées, on est dans cette dynamique d'association, c'est vous, c'est pas nous qui produisons pour vous, mais c'est bien nous tous ensemble et tout ensemble qui produisons. Donc, une espèce de contre-discours par rapport au masculinisme Trumpo-Musko-Zuckerberg, qui est nous on est la multitude et vous êtes des mâles blancs dominants qui cherchaient à nous écraser et qui réussissaient d'un certain point de vue, ou en tout cas qui tentent. Et donc il y a ce truc-là dans lequel il y a des éléments matriciels d'un contre-discours de recomposition de collectifs. Donc, d'un certain point de vue, on a des éléments autour du commun qui sont là. C'est la question de la SIC est bien d'essayer de trouver, il y a ça dans la SCOP aussi, des instruments économiques et de gestion pour penser la gestion de commun. Ce qui est quand même quelque chose, quand on regarde l'histoire de l'humanité, qui est assez puissant. Hein, ça a existé pendant très longtemps. Ça ne résiste pas complètement au capitalisme, c'est sûr, parce que le régime d'accumulation, c'est aussi un régime de prédation. C'est prédation sur la nature, prédation sur le travail humain, prédation du corps des femmes. Donc il y a clairement un régime de prédation. Et donc se situer en non-prédateur, si je puis dire,
face à un discours de prédateur, c'est difficile parce que lui, il a la force de la prédation brute et c'est ce qui nous sidère un peu là depuis quelques semaines, c'est de voir à quel point les institutions sont faibles. Alors nous, ça nous fait un peu du mal, je dis nous, les économistes institutionnalistes, qui croyons beaucoup au pouvoir des institutions, de voir à quel point tout d'un coup, il suffit d'un énorme coup de gueule d'un président des États-Unis pour que des institutions soient vacillent, voire se cassent la gueule, ou en tout cas ne sont pas respectées. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de continuer à croire aux institutions et au pouvoir du politique pour résister à un autre politique? Et donc, de ce point de vue-là, il y a énormément de questions et j'ai pas de réponse du tout, hein, j'ai juste des pistes de réflexion. Je pense que réfléchir de façon très très solide à la question de cette fameuse clôture, c'est-à-dire se différencier de la concurrence, bien sûr il y a des questions d'efficacité, il faut que ça marche, hein. Ces trucs qu'on voit dans toutes les coopératives, on a beaucoup travaillé avec le cadre Méso sur les coopératives d'activité d'emploi, il y a un moment il faut que ça marche quand même, c'est-à-dire que si on a des super idées, qu'on est super sympa, qu'on a une super animation démocratique, mais que ça marche pas, bon je vais faire simple, ben, si ça marche pas, ça marche pas. Des fois je parle simplement aussi, hein. Donc il y a bien la question de l'efficacité, mais il y a aussi celle de la production des différents labels, des critères de performance, parce que les critères de performance sont les manières avec lesquelles s'impose une dynamique d'accumulation capitaliste, hein, c'est le critère de rendement financier qui s'impose, et nous on a d'autres critères qui ne sont pas simplement économiques, c'est pour ça qu'il y a des questions de réencastrement. Comment est-ce qu'on fait pour le porter? Il y a le terrain du politique qui est essentiel, il y a le terrain de l'activité économique, et donc il y a le lien avec les personnes qui vont décider j'achète ici ou j'achète là, j'achète ceci ou j'achète ça, et donc de porter toute une série, mais c'est déjà fait, je ne suis pas en train de dire il faut le faire, je suis en train de dire ce qui est intéressant c'est de voir à quel point, par exemple les producteurs de comté, voilà, eh bien, les producteurs de comté, par l'intermédiaire de l'appellation, ils ont réussi à clore leur marché. C'est un truc relativement simple. Le comté, il y en a du un peu basique, et puis il y en a qui est reconnu d'appellation. Tout le système des AOC, ou des AOP, ou des SGP, selon les définitions, c'est les systèmes qui permettent de clore des marchés et qui sont en partie liés à des manières de produire. Et donc, les producteurs de comté, ils se sont défaits de la concurrence, et ils sont beaucoup mieux traités que les producteurs de lait pour les mentales. Ça paraît tout basique et c'est assez particulier. Et au passage, ils sont très ancrés dans leur milieu, hein. Ils sont ancrés avec des races bovines, dans un environnement particulier que celui du Jura. Donc il y a une dimension socio-écologique, il y a une dimension du travail des acteurs. Alors on ne fait pas la même chose dans tous les domaines que pour le comté, évidemment. Si on veut refaire un réseau social qui est opposé à celui de Musk, c'est pas du tout. Il y a des communs numériques, mais c'est encore plus du David contre Goliath, parce que le David est vraiment très petit, et Goliath est vraiment ok. Voilà, je ne vais pas le qualifier, je vous laisse faire, je biffer les mentions inutiles. Mais donc les combats sont difficiles, mais c'est pour ça qu'il faut laisser le lien à la multitude et essayer à chaque fois de réfléchir comment est-ce qu'on peut clore et comment est-ce qu'on peut avoir l'adhésion des publics pour qu'ils disent je vais aller là plutôt que d'aller là. Et bien sûr, c'est pas du tout la même chose en fonction de son niveau de revenu, et ça c'est probablement une des questions qui se posent aussi, que connaît très bien Enercop, et donc on a ces difficultés-là, mais on a cette piste pour essayer de construire des espaces relativement clos, pour essayer de se protéger en temps d'adversité. Merci beaucoup Thomas. Béatrice, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qu'a dit Thomas? Volontiers, parce qu'effectivement ça rencontre des tas de questions très concrètes qu'on se pose. Donc là, moi, je ne vais pas être dans l'autosatisfaction qu'on a critiqué en introduction de la journée. Je vais essayer d'avoir un regard un peu critique sur ce qu'on propose. Aujourd'hui, Enercop, on a 100 000 clients, on a 65 000 sociétaires, ce qui fait de nous la plus grosse SIC. Ce n'est pas la taille qui compte, mais on a parlé beaucoup de chiffres, on a beaucoup dit qu'on n'était pas nombreux, peut-être ça vaut le coup de redire un peu. Mes chiffres ne sont pas hyper précis, je pense que Stéphane en aura des plus précis tout à l'heure, mais je crois, de mémoire, il doit y avoir quelque chose comme 3000 scopes et 1500 SIC, donc effectivement, c'est le petit village gaulois. C'est aussi pour ça que c'est bien de venir parler dans des lieux comme l'école des mines, parce qu'aujourd'hui, on peut faire des grandes études et jamais avoir entendu parler du modèle coopératif. Donc c'est dans des lieux aussi d'éducation, dire que ce modèle existe, qu'on va sans doute le propager. Donc nous, je disais, Enercop, on a 100 000 clients. Et globalement, nos clients, on ne va pas se mentir, ils ont un sociotype. Nos clients, globalement, ce sont des gens qui sont mus par des préoccupations écologiques et qui sont prêts à payer leur électricité plus cher pour les externalités positives que représente le projet. Et c'était super au démarrage parce que ça a permis de créer le projet. Mais aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions de comment est-ce qu'on fait en sorte que des gens qui auraient un peu moins de moyens puissent quand même accéder à une énergie 100% renouvelable produite en France et acheter dans une logique de circuit court comme ce qu'on fait nous, quoi, et de commerce équitable en essayant de rémunérer équitablement le producteur d'énergie.
Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a des difficultés parce que ce qui a très bien réussi l'ouverture à la concurrence, c'est de faire baisser les prix. Aujourd'hui, on a été habitué pendant des années à payer une électricité qui ne correspondait pas du tout au prix qu'elle aurait dû coûter au regard de son coût de production et au regard des externalités négatives que représentait la simple production de cette électricité. Donc aujourd'hui, on a cette difficulté, en effet. Et c'est une vraie question pour nous de savoir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Une deuxième chose qui était un petit peu en filigrane de ce que disait Thomas, c'est qu'on est confronté à un isomorphisme ultra puissant en permanence. Je vais donner un exemple qui, je pense, va bien aussi dans la thématique de la journée. Donc Enercop, c'est une coopérative très militante qui est sans doute qualifiée d'utopiste par des tas de gens. Et par exemple, au démarrage, on avait l'utopie d'avoir un salaire unique. Au démarrage, c'était hyper facile d'avoir un salaire unique parce qu'il y avait 2 salariés. Et à 2 salariés, le salaire unique, c'est facile. Aujourd'hui, dans le réseau, on doit être quelque chose comme 240 salariés, avec 150 à peu près au national et le reste réparti un peu partout en France. Et puis surtout, nos métiers se sont spécialisés. On est devenu un fournisseur d'électricité. Il a fallu aller chercher des gens qui savaient faire ça, en fait. Il a fallu aller chercher des gens qui savaient aller acheter de l'électricité. Des gens qui ne venaient pas du tout de notre petit milieu d'origine coopératif ESS. Et donc, on a eu des difficultés à garder ce salaire unique. Donc, on a déployé une politique de rémunération qui allait garder notre philosophie de départ, mais s'adapter à nos besoins. Et donc, aujourd'hui, notre rémunération, elle est encadrée. On a des salaires qui sont encadrés de 1 à 4. Je dis n'importe quoi, pardon. Ils sont encadrés de 1 à 3 à Enercop National et on n'atteint pas le 3. On est à 2,7. On a un salaire plancher à 2 800 € brut mensuel et on n'a pas de logique de prime qui permettrait de gonfler artificiellement les salaires de certains postes par rapport à d'autres. Je vous raconte tout ça parce que très récemment, on a fait appel à une agence qui est un peu spécialisée dans le domaine de l'électricité parce que justement, comme on réfléchit à nos coûts et à notre accessibilité à tous, on a voulu faire une petite étude de nos coûts de gestion. Et donc, on a confié à ce cabinet qui s'appelle eCube, qui est vraiment très spécialisé dans le domaine de l'énergie, de nous faire un petit benchmark et de nous expliquer, nous donner une image et nous permettre de comprendre où est-ce qu'on se situait. Et c'était assez, je ne sais pas si c'est drôle ou triste, mais dans la restitution, il y a eu ce moment un peu surréaliste où eCube nous a expliqué que l'encadrement de l'échelle de nos salaires ne permettait pas de nous rendre compétitifs par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout compris que ce n'était pas du tout pour ça qu'on l'a fait, l'encadrement de l'échelle des salaires. On n'a pas décidé d'encadrer l'échelle des salaires pour être compétitif. C'était le dernier de nos soucis. On s'en fout. On voulait un encadrement de l'échelle des salaires parce qu'on voulait une équité de traitement entre tous les salariés. On ne voulait pas de disparité monstrueuse entre le moins bien payé et le mieux payé. Et c'est clairement pas là qu'on va aller chercher des petites marges de grattage pour être plus compétitifs par rapport à nos concurrents qui sont beaucoup moins chers. Merci beaucoup, Béatrice. Thomas, un petit mot sur... Oui, bon, peut-être que ce que je n'ai pas vraiment évoqué, notamment par rapport à la question, clairement, je suis un peu à côté de la question sur la dimension de la démocratisation, mais en fait, je ne suis pas à côté de la question. Je pense que, pour revenir un peu à ce que tu évoquais, c'est que ce que je pense important dans dans la perspective qui est la mienne, parce qu'en fait, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais c'est pour construire ces espaces-là, c'est de voir comment est-ce qu'on incarne d'autres, alors je disais tout à l'heure, d'autres types d'indicateurs. C'est pas juste des indicateurs de gestion, mais même si déjà des indicateurs de gestion, c'est un point qui est vraiment hyper structurant, mais on situe la production avec différents types de registres. On n'est pas uniquement dans un registre qui est un registre marchand, bien que déjà le registre marchand puisse avoir lui-même plusieurs sous-registres ou plusieurs types d'indicateurs. On est dans un registre marchand, et puis comme tu viens de l'évoquer, on travaille aussi avec un registre d'équité entre les personnes, mais aussi entre les hommes et les femmes, par exemple, qui peut être un point extrêmement structurant pour certaines structures et pas du tout d'autres. Et donc, c'est de rentrer dans une espèce de manière de penser de la complexité de ce que c'est qu'un espace de production et du fait que ces organisations sont profondément ancrées dans d'autres régimes ou registres. On peut utiliser plein de terminologies. Et que ça, assez fondamentalement, c'est pour ça que je faisais le lien à l'associationnisme tout à l'heure, ça renvoie aux collectifs qui sont mobilisés, quoi. Alors c'est sûr que
ce qui est assez compliqué dans l'ESS, c'est qu'on a des coopératives qui sont aussi des coopératives de commerçants, et donc les sociétaires, en fait, c'est des directeurs de super et des directrices parfois, souvent des directeurs de supermarchés. Bon, c'est pas du tout la même coopérative qu'une SCOP. On a beaucoup de coopératives de consommation. Hein. La grande période de la République coopérative de Gilles, etc., c'est des coopératives de consommation. C'est pas des coopératives de travail ou de travailleurs et de travailleuses. Et donc ça dépend. Enfin, ça renvoie à qui est la société de personnes, hein, parce que c'est bien ça la question de la coopérative, c'est une entreprise et une société de personnes, et donc qui sont ces personnes et comment est-ce qu'on a cette dimension inclusive. C'est pour ça que tu l'as évoqué, et puis Isabelle l'avait évoqué avant, la perspective ouverte par la SIC est un truc qui intéresse tout le monde, parce qu'on rentre enfin dans une question du multisociétariat et donc de la complexité de ce que c'est qu'une organisation. C'est pas non plus de la tarte, hein. Faut voir comment les collectivités territoriales jouent leur rôle ou pas, avec des éléments d'ambivalence, d'absence de continuité. Et donc l'ensemble de ce processus est un processus complexe. Je dis souvent c'est pas de la tarte, parce que le premier bouquin que j'ai lu sur l'autogestion, c'était quand je faisais mes études, et ça s'appelait L'autogestion, c'est pas de la tarte, de Mermoz. Donc ça m'a marqué quand j'étais à la fac. Et de ce point de vue-là, ce que je trouve intéressant, y compris de ce qu'on fait ici, c'est de voir à quel point les propos de Desroches sur l'animation coopérative sont centraux. Et c'est aussi pour ça que c'est épuisant et qu'on a cette question un peu lancinante du burn-out militant dans nos organisations qu'il ne faut pas complètement négliger. C'est qu'en permanence, il faut relancer la machine, il faut rediscuter de tout. Et bien sûr, on ne devrait pas toujours rediscuter de tout, parce qu'on a déjà discuté de l'échelle des salaires, on a dit qu'on faisait ça. Oui, mais moi j'ai envie qu'on en discute. Oui, mais bon, on ne rediscute pas de tout tous les jours. Et donc on a cette question-là, et qui n'est pas sans lien à la question de la transition écologique et de la façon dont elle s'incarne. C'est... on cherche à tenir en fait des choses tout à fait différentes dans le même temps, pour de vrai nous, hein, qu'on n'a pas une ligne directrice qui est imposée par le haut et qui, en simplifiant, finalement triomphe. Notre problématique de fond dans la dynamique capitaliste, c'est qu'il y a un registre qui est imposé et qui est uniforme, et que nous, on cherche du protéiforme là où on a une tendance à un régime uniforme. Donc, d'un certain point de vue, on est perdant là-dessus, mais on sait qu'on ne peut pas faire autre chose que de combattre. Merci beaucoup Thomas. J'ai eu une dernière question pour Béatrice. Est-ce qu'il y a un lien entre le modèle de gouvernance de la SIC et la transition socio-écologique ? Alors chez nous, oui. Mais du coup, je vais quand même être obligée de dire que c'est pas parce qu'on est une coopérative qu'on est vertueuse et qu'on fait correctement les choses. Ça ne suffit pas. Statut n'est pas vertu. Tout le monde l'a déjà entendu. On a plein d'exemples de grandes coopératives qui n'ont pas forcément des modèles d'organisation très démocratiques. Donc être une coopérative, c'est un bon premier pas et ça ne suffit pas. Il faut encore ensuite avoir cette intention d'avoir une organisation démocratique. Nous, on a cette intention très très forte, notamment parce qu'on est persuadé que c'est plus intéressant pour les gens qui font partie du projet d'avoir accès à la gouvernance de ce projet, de pouvoir s'en approprier les enjeux et du coup être en capacité de faire des choix. Et aussi parce qu'on pense que c'est ça qui va permettre d'entraîner des transformations. Alors je vous invite de ce point de vue-là à lire un petit ouvrage extrêmement intéressant qui est sorti à la fin de l'année dernière, qui s'appelle « Petit manuel du partage du pouvoir en entreprise » par Laurence Ruffin aux éditions Jean Jaurès. Qui est très intéressant parce qu'il mêle à la fois une réflexion théorique sur comment rendre vivace la démocratie en entreprise permet de faire ce qu'on a dit tout à l'heure d'ailleurs, de faire des citoyens, des hommes et des femmes qui, ayant cette pratique de la démocratie en interne, vont continuer cette pratique en dehors de leur travail et donc vont être plus amenés à s'intéresser à la vie de la cité, à participer aux élections, à s'engager localement, etc. Donc il y a à la fois une réflexion théorique et à la fois c'est très fondé sur l'expérience de terrain pratico-pratique de Laurence Ruffin qui dirige elle-même une SCOP dans la région de Grenoble. Donc c'est un tout petit ouvrage, c'est vraiment très intéressant. Et je vais donner une deuxième référence, c'est Anne-Laure Delatte qui a écrit un livre qui s'appelle « L'État droit dans le mur ». Alors il y a un sous-titre un peu plus positif mais je l'ai oublié. Ça doit être quelque chose comme « Rebâtir l'action publique » je crois ou quelque chose comme ça.
Je ne vous cache pas que c'est un ouvrage assez déprimant. Elle a compilé 70 ans de données sur les aides publiques d'État. Et elle dresse une photo un peu inattendue. En fait, elle montre que si on regarde sur 70 ans et qu'on ne se contente pas de regarder les aides distribuées, mais aussi tout ce qui a été fait en économie d'impôts, on s'aperçoit que les aides publiques ont considérablement augmenté. Simplement, elles se sont détournées des secteurs classiques où on met de l'aide publique, les services publics, l'école, la santé, etc. Et elles sont allées se concentrer vers les entreprises. Et que les entreprises qui ont le plus bénéficié de ces crédits d'impôt sont les entreprises les plus climaticides. Au premier rang desquelles, ma préférée d'entre toutes, Total, qui est celle qui a le plus bénéficié de crédits d'impôt. Crédits d'impôt qui sont généralement alloués sans aucune contrepartie. Quand on a fini la première partie du livre d'Anne-Laure Delatte, on a un petit peu envie de se pendre, et donc du coup, elle a rajouté un dernier petit chapitre pour essayer d'esquisser des solutions. Et là, elle raconte un truc qui, moi, me met en joie, mais vraiment, formidablement, et qui sera, je pense qu'il faudra qu'on mette dans notre projet qu'appelait de nos voeux Benoît Hamon tout à l'heure. Il y a eu, en Suède, dans les années 70, une proposition de loi qui voulait que petit à petit, sur un temps long, on transmette le capital des entreprises à leurs salariés. Petit à petit, progressivement, chaque année, en reversant une partie, pour que sur une durée qui allait aller, je ne sais pas moi, peut-être 15 ou 20 ans, ce soit au final les salariés qui soient propriétaires de leur entreprise. Et ce qui guidait cette proposition, c'était de dire, en fait, les hommes et les femmes qui bossent dans ces entreprises, dès lors qu'ils ne sont pas là pour générer de la marge, pour rémunérer leurs actionnaires, ils vont faire des choix qui vont être plus cohérents. Si je prends un exemple très concret, les hommes et les femmes qui bossent pour Bolloré aujourd'hui, j'en connais, ils ne partagent pas tous son agenda politique. Tous ne veulent pas voir l'avènement d'un régime fasciste d'extrême droite, par exemple. Les hommes et les femmes qui bossent chez Total, j'en connais moins, il faut être honnête, mais j'imagine que tous ne sont pas indifférents à la question du dérèglement climatique, et que si on n'était pas là pour générer du profit pour rémunérer les actionnaires, peut-être que certains d'entre eux diraient « c'est vraiment une bonne idée ces forages en Afrique ?» Peut-être on pourrait essayer de faire des choses plus cohérentes. Et donc, en donnant la capacité aux salariés dans les scopes et à toutes les parties prenantes des projets, comme chez nous à Enercop, de s'intéresser à quels choix on fait et quelles incidences ces choix ont sur la société, moi je suis tout à fait convaincue qu'effectivement, ça a une incidence directe sur des orientations et donc, à terme, la manière dont on réagit aux urgences diverses qui ont été esquissées ce matin en introduction, et notamment pour ce qui concerne aux urgences climatiques. Merci beaucoup Béatrice et Thomas pour cet échange très enrichissant. Merci beaucoup.